Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour... Suis-je obligé de dire à chaque fois nouvelle vidéo? Parce que oui, c'est une nouvelle vidéo, mais au bout d'un moment, ça devient lassant. Bon allez, ils ont peur. Je pense que le titre est assez simple. Ils ont peur, pourquoi? Alors, quand je dis « ils », je parle évidemment des bien-pensants. Je parle de ceux qui pensent avoir le contrôle, les leviers, les commandes de l'opinion, pouvoir manipuler le peuple, l'amener là où ils veulent, à la soumission, tout simplement. Et quand je dis soumission, c'est au pluriel, parce qu'il y a différentes soumissions. La soumission idéologique, la soumission sociétale, la soumission consumériste, la soumission religieuse. On a l'AFP, alors au moment où je vous parle, c'est l'élection présidentielle en Russie. Et l'AFP, qui est une agence, qui est l'agence France Presse, qui est une agence quand même, qui est une des agences quand même importantes à l'échelle internationale, qui est censée fournir des informations, c'est-à-dire des informations factuelles. Même si l'AFP a aussi sa section de débunkage contre les fake news. Pourquoi pas? Je veux dire, à partir du moment où on est une agence de presse, c'est aussi non négligeable d'avoir des services pour débunker certaines informations, vérifier certaines informations. Donc là-dessus, on ne va pas les blâmer. Mais il se trouve que sur les réseaux sociaux, l'agence France Presse donc relate l'élection présidentielle russe, mais d'une façon où elle ne le fait pas de façon factuelle, elle le fait de façon idéologique. Quand je dis de façon idéologique, c'est-à-dire que Poutine s'en prend plein la gueule, c'est le monstre, c'est le méchant, c'est le dictateur, c'est le diable, c'est l'antéchrist. Donc, fatalement, l'élection présidentielle russe n'est pas une élection démocratique, puisque évidemment, tout est truqué, il y a de la fraude de partout, et que forcément, c'est lui qui va gagner pour rembrayer 6 années de plus. Alors que vous et moi, nous savons pertinemment que le problème de la Russie, c'est une jeune démocratie qui n'a pas encore enterré certains vieux démons. 2, c'est un pays où malheureusement il y a énormément d'entités étrangères qui convoitent un certain nombre de ressources. 3, Poutine est celui qui veut redonner à la Russie ses lettres de noblesse et lui redonner sa place en tant que puissance à l'échelle internationale, au détriment évidemment de ceux qui voulaient ou qui se frottaient les mains dans les années 90 en se disant c'est bon, la Russie c'est réglé, on va la liquider, on va la dépecer, elle est à nous. Manque de bol, Poutine est arrivé et tout est parti à la poubelle. 4, parce que Poutine malheureusement, même s'il a peut-être envie de passer la main, le problème c'est à qui passer la main, parce qu'il n'a pas de dauphin. Il y a Medvedev. Medvedev, il a été une fois président, on s'en souvient, en réalité Poutine était derrière parce que Medvedev subissait énormément de pression justement pour changer un certain nombre de doctrines, un certain nombre de règles en Russie. Quant à, c'est pas Dugin c'est le maître à penser, Alexander Dugin, dont on a déjà parlé, c'est Chouin, je ne sais plus son nom, enfin c'est son actuel ministre des Armées, qui est désigné comme le dauphin au cas où il arrivait quelque chose à Vladimir Poutine. Mais, en tant que successeur, malheureusement, Poutine, pour l'instant, n'a pas trouvé de réel successeur. Quand je dis réel successeur, c'est-à-dire quelqu'un qui va aller dans une continuité de préservation et de sécurisation de la souveraineté et de l'intégrité de la Russie.
et pas un agent comme certains qui ont été élus, poussés par derrière par des intérêts extérieurs, pour ensuite mettre en place des lois afin de faciliter la mainmise de certaines entités étrangères sur le pays, sur l'opinion, sur la nation. Donc je reviens à l'AFP qui donc fait de l'idéologie. Nous avons également le départ de Edwin Plenel de Mediapart. Edwin Plenel qui passe évidemment sur les plateaux parce que, en effet, c'est une figure emblématique, incontournable du journalisme grâce à son média Mediapart. Sauf que, évidemment, beaucoup de gens ne savent pas que Mediapart est en réalité une officine du pouvoir. Quand le pouvoir a besoin de liquider une personne, quand le pouvoir a besoin de gêner ou de lancer un avertissement, et je dirais même le pouvoir, pas le pouvoir étatique, le pouvoir ultime, le pouvoir suprême, celui de la finance, celui des banquiers, puisque Mediapart a aussi balancé parfois sur Macron. Plenel, donc, il prend sa retraite, qui se retire, et qui en profite pour balancer leurs propos sur CNews, qui est une chaîne d'extrême droite, Bolloré, qui est un facho, Bolloré qui est passé devant la commission parlementaire, qui s'est défendu en tant qu'entrepreneur, en tant que grand patron d'une entreprise, de façon légitime, de façon logique. Alors évidemment, les rageux qui veulent en foutre plein la gueule sur Bolloré, alors c'est amusant parce qu'ils prennent des morceaux de cette commission, alors surtout les interventions des copains, sauf que l'intervention des copains, on n'a pas la réponse de Bolloré. C'est-à-dire qu'on a la question très véhémente, vas-y, je t'en fous plein la gueule, mais on n'a pas la réponse. Donc moi je m'amuse, je dis, c'est bien de prendre un morceau d'une intervention de la commission parlementaire, sauf que ce qui est bien, c'est de mettre le truc en entier, qu'on ait la question et la réponse, et pas la question et une moitié de réponse. C'est comme Hanouna, c'est pareil, bon, sauf que le problème c'est Hanouna. Est-ce que Hanouna a les capacités, la carrure de pouvoir affronter une commission parlementaire ? Il s'est défendu avec ses mots, avec ses pensées, avec ses opinions, avec ses convictions. Mais là encore, de toute façon, dans ces commissions, la pluralité fait que, en effet, il faut des intervenants qui représentent le parterre de la représentation nationale. Donc on est obligé quand même d'accepter des intervenants et les filles qui, eux, confondent commission parlementaire et tribunal populaire. Parce que très clairement, leurs interventions, ils s'octroient à la fois le rôle de juge et de bourreau. C'est-à-dire qu'ils font en fait les questions et les réponses en même temps. Moi je suis désolé, mais les gens qui ont, peut-être les rares gens qui regardent ces auditions, ils doivent se dire quand même, mais est-ce qu'on en est réduit là, à ce niveau, dans la représentation nationale ? Ben oui, il y a des gens qui ont voté pour eux, il y a des gens qui les ont élus. Donc, je reviens à Edwin Plenel. Si vous suivez mes vidéos, vous savez ce que j'en pense. Plenel, c'est le petit dénonciateur. C'est Mediapart, c'est l'officine par laquelle des gens règlent leurs comptes ou décident d'essayer de flinguer des carrières, de flinguer des personnalités. C'est des scandales, mais des scandales qui, concernant Mediapart, toujours vous posez la question de vous dire à qui profite le crime. On a aussi, alors là c'est quand même formidable, alors j'espère pour vous, si vous en avez entendu parler,
j'espère pour vous, vous n'êtes quand même pas tombé dans le panneau. On vous annonce qu'un sondage commandé par le parti Renaissance, donc le parti républicain, un sondage organisé par Ipsos, a fuité. Ce sondage qui a fuité est un sondage qui consiste à voir quelles seraient les intentions de vote en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, donc de l'organisation de nouvelles législatives. Oh l'horreur! Le sondage révèle que le Rassemblement national raflerait au moins plus de 200 sièges. C'est-à-dire que les autres partis, tout ce qui est LFI, Renaissance, les Républicains, les centristes, les socialistes, etc., deviendraient des partis complètement minoritaires, le Rassemblement national raflant une majorité absolue. Voilà ce que dit le sondage. Mais est-ce que vous y croyez ? Moi, je vous le dis franchement, j'y crois pas une seconde. Pourquoi j'y crois pas une seconde ? Tout simplement parce que vous avez remarqué que depuis quelques semaines, on essaie de concentrer l'opinion, ou tout du moins la sensibilité d'une certaine opinion, sur la montée de la peste brune, sur la montée des extrêmes droites. Stratégie dans laquelle rentrent justement les auditions, les attaques contre CNews. C'est-à-dire qu'on essaie de faire peur aux Français sur regardez, nous avons les preuves, nous vous faisons la démonstration de la montée de l'extrême droite. Montée de l'extrême droite par la chaîne CNews qui prend de plus en plus de parts d'audience. Montée de l'extrême droite dans des actions. Montée de l'extrême droite par des groupuscules qu'on a arrêtés, qu'on a interpellés, qui préparaient des attentats. Et là maintenant, on vous dit regardez, sur un panel de Français qu'on a interrogés, il y en a la grande majorité qui sont prêts à donner une majorité absolue à l'Assemblée nationale au Rassemblement national. Oh mon Dieu! Plus Macron, qui lui aussi essaie de vous faire peur avec sa petite guéguerre, sa troisième guerre mondiale. Monsieur, je veux prendre le leadership d'une guerre psychologique contre la Russie. On vous fait peur en nous disant « Oui, regardez, on va envoyer des soldats français en Roumanie. » Bon, alors je vous rassure tout de suite, les Français en Roumanie sont déjà en Roumanie depuis 2022. Ou 2023, avril 2023, je crois. Justement, envoyés dans le cadre des renforcements aux abords des frontières avec la Russie, des forces de l'OTAN. Comme des Américains ont déboulé en Pologne, comme des Allemands et des Britanniques ont été envoyés, je ne sais plus, en Hongrie ou Estonie, etc. Donc, rien de nouveau sous le soleil. Mais là, oui, très clairement, ce sondage est un sondage qui... Alors, encore une fois, on fait un emballage, on dit, oui, regardez, c'est un sondage qui a fuité. Non, il n'a pas fuité, il a été publié volontairement. Mais en disant, oui, dites qu'il a fuité, voilà, on fait un scénario, en fait. Alors que le Rassemblement national, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur le Rassemblement national ? Bardella, il se fait un petit peu secouer parce que, en tant que député européen, on ne peut pas dire qu'il a été très actif. Ça, là-dessus, je pense qu'à mon avis, c'est factuel. Et en plus de cela, vous savez que de toute façon, pour recouvrer la souveraineté, il faut sortir de l'Union européenne. Or, le Rassemblement national n'est pas pour une sortie de l'Union européenne. Tout comme Reconquête, d'ailleurs. Le parti d'Éric Zemmour, officiellement, je dis bien officiellement, ils ne sont pas pour la sortie de l'Union européenne. Après que s'ils atteignent ou qu'ils touchent le pouvoir, qu'ils conquièrent le pouvoir, que du jour au lendemain ils décident de le faire, finalement, oui,
ce n'est pas exclu, pour reprendre ce terme de notre cher président. C'est tout à fait possible. Se protéger des attaques et se faire disqualifier par justement les forces européistes qui considèrent être hérétiques, qui considèrent que c'est un blasphème d'envisager l'idée de quitter l'Union européenne. On le voit, de toute façon, François Asselineau, il est totalement invisible. Il est totalement invisible dans les médias, alors que lui, il est pour le Frexit. Il n'est pas le seul, mais en notoriété, c'est quand même lui qui est le défenseur de l'idée de sortir de l'Union européenne. Et donc, de fait, encore une fois de plus, à l'approche des européennes, en réalité, ils sont dans une stratégie qui consiste à essayer de faire peur au plus grand nombre de l'opinion, ce que j'appellerais plus vulgairement des idiots utiles, ceux qui ne réfléchissent pas, pour essayer de sauver la situation pour les Européens. Parce qu'ils le savent, les Européennes, il y a de fortes chances que le Rassemblement national fasse encore une progression. Alors, comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, et je vous le redis là, attention, il n'y a pas de victoire, puisque le Parlement européen sera toujours assuré et garanti d'avoir une majorité de gens qui protégeront le sanctuaire. En revanche, qu'il y ait une augmentation d'opposition, ça peut en effet donner un signe avant-coureur dans une globalité de l'ensemble des pays européens. Et c'est là qu'en fait, ça sera très intéressant à voir, c'est voir l'évolution des partis nationalistes ou souverainistes, populistes, contre les partis conservateurs ou progressistes dans chacun des pays de l'Union européenne. C'est ça qu'il va falloir regarder. J'en arrive maintenant à quelque chose qui est assez incongru et qui est aussi assez révélateur. Révélateur de choses qu'en règle générale on ne parle pas. Vous le savez, vous avez des pays qui ont une certaine véhémence envers la Russie. Pourquoi ? Et ça se comprend, parce que c'est des pays qui ont été sous le joug soviétique, qui ont été des satellites de l'Union soviétique. Parmi ces pays, il y a eu ces pays de l'Est, que sont évidemment la Hongrie, la Bulgarie, la Pologne, l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie. Et j'attire votre attention plus particulièrement sur la Pologne, la Lituanie, l'Estonie et la Lettonie. Ce sont des pays où on ne porte pas le russe dans son cœur. Ou tout du moins, on n'est pas encore prêt, même dans les jeunes générations qui sont relativement conditionnées par les anciennes générations, à pardonner et à concilier. Tout comme les Français l'ont fait avec les Allemands. Allemands qui, je le rappelle, nous ont fait quand même 3 guerres en moins d'un siècle. Oui, 3 guerres, n'oubliez pas celle de la fin du 19e siècle, où à l'époque l'Allemagne ne s'appelait pas l'Allemagne, mais la Prusse. Il y a un phénomène qui est quand même inquiétant sur la mentalité qu'il y a dans ces pays. Alors, évidemment, on ne va pas être critique parce que ces pays ont rejoint l'Union européenne, on ne va pas les critiquer parce que c'est des pays qui ont aspiré à la liberté, à la démocratie. On ne va pas les blâmer pour ça, vu ce qu'ils ont connu. Mais il y a un moment donné où il faut quand même remettre les pendules à l'heure. Comment un pays peut défendre et vouloir être démocrate lorsque tout d'un coup, il s'autorise à vouloir ficher ou interdire les ressortissants russes qui se trouvent sur leur territoire si jamais ils vont au bureau de vote pour aller voter pour cette élection présidentielle russe. Parce que oui, en Estonie, c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que les Estoniens ont décidé de ficher tous les Russes qui se seraient rendus à l'ambassade ou au consulat russe pour aller voter.
Ce sont des citoyens russes. Ils ont cette liberté, ce droit fondamental de participer à la vie démocratique de leur pays. Je dis bien démocratique. Après, vous pouvez redéfinir le mot démocratique pour la Russie comme vous voulez, peu importe. Il n'empêche que c'est un acte démocratique. Comment voulez-vous menacer des gens de représailles, puisqu'il est même question éventuellement d'expulser les Russes qui seraient identifiés comme ayant été ou ayant voté aux élections russes, et se dire derrière vouloir défendre la démocratie. Parce que la question fondamentale, c'est quoi? Ça veut dire qu'on considère que le Russe, quel qu'il soit, est un pro-Poutine. Alors j'ai envie de dire, est-ce qu'on considère qu'un Ukrainien, parce qu'il y a des partis nationalistes, partis néo-nazis, des adeptes, des banderas, est-ce qu'on doit considérer que tous les Ukrainiens sont des nationalistes? Non. Est-ce qu'on doit considérer que tous les Hébreux, tous les Israéliens sont des pro-Netanyahou? Excusez du peu, mais les récentes vidéos qui ont été tournées à Tel Aviv sur des manifestations qui demandent la démission de Netanyahou pour arrêter le massacre de Gaza tentent à démontrer que non. Est-ce que l'on peut considérer que tous les Français, et peut-être parmi vous, certains en sont, qui ont voté Macron, sont des macronistes, des pro-Macron? Non. Et pourtant, l'Estonie est en train de nous donner un mauvais exemple de ce que la folie, de ce que la russophobie peut pousser à envisager, à penser. Penser exactement ce que les nazis ont fait à un moment donné pour commencer leur génocide tant économique, social, intellectuel que physique envers les Juifs. Je rappelle que les nazis ont commencé par définir un statut de seconde zone pour les citoyens allemands d'origine juive, ont commencé à leur interdire des accès, des propriétés, des activités. Eh bien, je pose la question aux européistes pro-ukrainiens, anti-russes. Est-ce que vous avez l'intention d'en arriver à ce point pour tous les citoyens russes qui habitent dans tous les pays de l'Union européenne? Moi, je vous le dis, aux États-Unis, tous les Russes qui sont, et sont relativement nombreux, que ce soit des Américains d'origine russe ou des Russes émigrés aux États-Unis, il n'y a absolument aucune discrimination. Il n'y a pas d'Américain pour dire toi t'es russe donc t'es pro-Poutine. Non. Tout comme, alors, contrairement aux wokistes maladifs de la petite gauche radicale progressiste américaine, qui eux de toute façon sont en train tout simplement de partir en vrille et commencent à se faire un petit peu critiquer de tous les côtés. Un juif aux États-Unis, car je rappelle que les problèmes qu'il y a avec certains juifs par rapport à ce qui se passe avec Gaza, c'est quasiment que des jeunes étudiants dans des universités qui justement sont confrontés à ces petits groupuscules merdiques, connards de wok de mes couilles. Il n'y a pas d'autre problème aux États-Unis avec les populations juives. Au contraire, il y a beaucoup de juifs
voire même des juifs de la diaspora, de l'influence juive. Vas-y, tu vas, Coco. Bon, bah, il ne veut pas avancer. Ah, je te jure. T'es gentil, tu veux laisser passer la personne, mais non, le mec il veut pas y aller. Ah putain, c'est pas possible. Ah, bon, enfin bref. Et non, il n'y a pas de problème avec les juifs d'une manière générale aux États-Unis, si ce n'est, je vous dis, les jeunes juifs étudiants dans certaines universités wokistes. Ce qui n'est pas le cas en Europe. Ce qui n'est pas le cas en France. En France, je suis certain qu'il y a des Français qui, si jamais ils se retrouvent en face de quelqu'un qui est russe, qui parle russe dans la rue, mais il y a des chances que... Il y a des tarés, hein, de toute façon. Mais enfin, des tarés. Moi, j'appelle ça du fanatisme. Pur et dur. Et donc, j'ai envie de dire, malheureusement, ce que est en train de faire l'Estonie est un très mauvais exemple, ne serait-ce même que pour l'image même de l'Europe, de l'Union européenne. L'Union européenne qui, elle aussi, hein, de toute façon, elle a dérapé. Elle a complètement dérapé. Faire croire à l'opinion des Européens que grâce aux sanctions, on va amoindrir, on va mettre à genoux la Russie, force est de constater que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui mettent des vidéos sur YouTube ou sur TikTok ou sur Instagram et qui démontrent que les Russes, alors il y a quelques changements évidemment dans les comportements, dans le comportement de consommation, etc. Mais ils ne sont pas à l'article de la mort. Hein. La Russie est très loin d'être à genoux, au contraire. Donc, très mauvais exemple, très mauvaise dérive, on va dire, de la part de l'Estonie, dont d'ailleurs vous remarquerez qu'il n'y a aucune chaîne de télé qui en a parlé. Tout comme d'ailleurs, il n'y a aucune chaîne de télé qui a parlé de la massive manifestation anti-Netanyahou qui a eu lieu à Tel Aviv il y a quelques jours. Même CNews n'en a pas parlé. Donc on peut dire ce qu'on veut de CNews, c'est une chaîne d'extrême droite. Allez comprendre, allez savoir. Chacun voit midi à sa porte sur ces sujets. Donc voilà les quelques informations que je voulais partager avec vous, qui sont finalement des informations dans une continuité de la dérive, de l'absurdité même de ce monde, plus particulièrement ce monde occidental. Je ne vais pas revenir sur Macron qui insiste, qui persiste, qui signe. De toute façon, je pense qu'il est grillé et je pense qu'il chie dans son froc concernant, comme je vous l'ai dit, concernant les européennes. Donc à ce stade, je ne vais pas revenir là-dessus. On en reviendra certainement dans une autre vidéo parce que je pense qu'à mon avis, il n'a pas fini de nous faire rire, nous faire pleurer. Sur sa façon de gérer les affaires courantes de la France, dont d'ailleurs je vous rappelle qu'il en est le liquidateur, et il n'a pas fini, puisque là les agriculteurs apparemment sont décidés à reprendre le pavé, parce que, oui, ils viennent de comprendre que finalement, ils viennent de se faire enculer bien profond. Je rappelle que les Jeux Olympiques, ils vont en profiter pour comment dire, pour détourner l'attention. Parfois, je pense qu'à mon avis, ils vont même se servir des Jeux Olympiques pour essayer de faire passer des lois en catimini. Là, pareil, de toute façon, on surveille la chose. Et je vais terminer avec j'essaierai de vous mettre le lien dans la description, un rapport des autorités américaines, ou tout du moins de l'un des services de renseignement américains, qui font un état des lieux des différents pays avec lesquels les États-Unis peuvent avoir des problèmes, ou l'Occident d'une manière générale peuvent avoir des problèmes. Alors ce qui est très amusant, c'est concernant la Russie, ils font un état relativement objectif, alors évidemment avec les intentions et les ambitions qui sont propres à Poutine et à la Russie, mais dans leur rapport, ils disent très clairement que la Russie n'a absolument aucune intention d'attaquer ou d'être en guerre avec l'OTAN. Parce que structurellement, humainement, matériellement, budgétairement, ils n'en ont pas les moyens. Donc voilà, on y reviendra, et d'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo.
portez-vous bien.